Salut Lilian. Bonjour. Donc Lilian, tu es expert économique à Diffecos, hein, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous expliquer les grandes lignes du rapport d'expertise réalisé par ton cabinet. Suite à la démarche que nous avons initiée mais il y a maintenant 1 an et qui est arrivée à son terme donc aujourd'hui. Donc, alors cette expertise qui se nomme droit d'alerte économique a été votée donc en CSE en début 2020. En clair, c'est une procédure, une étude du CSE qui consiste à lancer donc cette étude lorsque le CSE a connaissance de faits pouvant affecter de manière on va dire préoccupante la situation économique d'une entreprise. Donc, suite à ça, donc, nous vous avons désigné, toi et ton cabinet, donc, pour nous aider dans cette tâche. D'ailleurs, c'est pas la première fois que tu viens sur l'Avera, puisque tu avais fait déjà une expertise en 2013, un droit d'alerte suite au redressement judiciaire de Kemoine, et que ton cabinet avait aussi fait l'expertise sur les fiches de paye des salariés de Naftachimie. Donc cette fois-là, c'est d'autres sujets qui nous préoccupent. Donc, comme le bac d'éthylène Kemoine à Fos, le vapocracker base d'éthane d'Ineos à Anvers, la réduction des coûts appliqués sur Naftachimie, le manque d'investissement, le projet de liaison du transéthylène avec l'Allemagne et la Belgique, et puis la situation économique en général. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler des atouts et des faiblesses de Naftachimie pour nous éclairer sur la situation actuelle et les projections à moyen terme du marché de l'éthylène dans le monde et en France. Donc voilà, pour commencer, tu peux nous parler du marché éthylène. Bien. Ce que je vais essayer de faire, c'est parler du marché de l'éthylène, mais tout de suite, en fait, de ramener un peu à Naftachimie et à ses enjeux. Parce que je pense que c'est ce qui vous préoccupe le plus. Donc, ce qu'on voit, en fait, aujourd'hui, c'est des équilibres dans le monde qui sont un petit peu modifiés, qui sont même beaucoup modifiés, en fait, par plusieurs éléments. Notamment la compétitivité des États-Unis sur les gaz de schiste, mais le Moyen-Orient aussi qui a une base de coûts très, très basse, et puis une dynamique aussi asiatique en fait qui est très très forte. Et donc en fait on a un peu l'impression en fait que l'Europe, vieux continent, se retrouve avec peu d'atouts par rapport à un monde qui a complètement changé. Et je crois que cette analyse en fait elle a vite ses limites. Et qu'en fait on retrouve dans les fondamentaux de la pétrochimie d'aujourd'hui des atouts en fait pour des sites pétrochimiques en Europe. Et en particulier en fait pour des sites comme Naftachimie. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait ce qui ressort des analyses, et c'est pas Diffecos qui le dit, c'est aussi des grands cabinets comme McKinsey, mais aussi quand on regarde dans la stratégie de Total, d'Ineos et autres, c'est de miser en particulier sur les sites intégrés. C'est-à-dire des sites qui soient positionnés sur le raffinage, sur la pétrochimie, mais qui est aussi en aval de la pétrochimie, de la valorisation de produits de type polymère, mais aussi des oxydes d'éthylène, des oxydes de propylène, des dérivés de butadiène, et j'en passe. D'accord ? Et puis l'autre avantage aussi, c'est d'être sur des sites intégrés portuaires. Donc avec une logistique en fait qui permette finalement de desservir à la fois des marchés locaux, mais quand c'est possible, soit aussi de s'approvisionner par des ports, soit aussi de livrer des marchés comme des marchés méditerranéens, donc depuis l'Avera. Et donc quand on regarde bien, Naftachimie, bon, ça appartient à Ineos, ça appartient à Total, mais c'est sur une plateforme où il y a du raffinage, où il y a Ineos pour la pétrochimie, où il y a tout un monde en fait en aval qui consomme vos produits, vos productions, et on pourra le développer un peu par la suite. En fait, vous êtes un acteur majeur en fait, c'est-à-dire un fournisseur essentiel de toute une chaîne de valeur qui est comme un buisson en fait, qui se ramifie en fait à plusieurs niveaux et à plusieurs endroits, qui remonte sur la vallée du Rhône, qui descend sur le bassin méditerranéen, mais qui remonte aussi, et on pourra le voir, jusqu'à la Moselle, via ce qu'on appelle en fait l'axe éthylène, c'est-à-dire tout un réseau de pipes qui va aller jusqu'à Carlin et Sarralbe. Donc un des éléments qui ressort en fait de notre expertise, c'est ça. C'est-à-dire c'est le fait que loin d'être disqualifié dans la compétition internationale pétrochimique, en fait la plateforme de l'Avera garde de très sérieux atouts, d'autant plus
qu'en fait, les industriels le disent, la plateforme a la taille critique, c'est-à-dire a une capacité de production qui est tout à fait en ligne avec des capacités de très bon niveau au niveau européen. Voilà un peu le fond de cette analyse. Et ce qu'on voit derrière, c'est que sur ce marché dépendent de Nafta Chimie, certes les actionnaires, Ineos et Total, mais dépendent aussi énormément d'acteurs, donc Chemwan par exemple dans la région, mais aussi SK, d'autres sites de Total, Innovine, etc. Et autre point peut-être qui ressort dans le rapport, c'est que dans ce monde de la pétrochimie actuelle, il y a quand même deux acteurs qui ont des stratégies différentes. C'est-à-dire, d'un côté, Ineos, qui est quand même encore très européen dans sa stratégie, avec des investissements aussi aux États-Unis, mais relativement peu en Asie, par exemple, et qui mise sur l'Europe. Donc, quand on verra on pourra en reparler, ils ont notamment un très gros projet à Anvers d'un nouveau vapocracker. C'est le plus gros investissement dans la pétrochimie depuis 30 ans en Europe. Donc, et pourquoi ? Pour rééquilibrer en fait leur schéma industriel. C'est-à-dire investir en Europe parce qu'ils consomment plus de produits pétrochimiques qu'ils n'en produisent. D'accord ? Donc c'est leur schéma, plutôt un schéma d'intégration. En face de ça, on a la stratégie de Total. La stratégie de Total est moins lisible parce qu'elle est moins resserrée sur la pétrochimie. Total aujourd'hui se veut énergéticien, il se veut pétrolier, il se veut pétrochimiste, raffineur, distributeur de carburant. Donc on a tout un panel qui est très large avec des investissements massifs par exemple dans le solaire, les énergies renouvelables. Mais la pétrochimie reste un élément central de leur dispositif parce que sur les sites intégrés, la pétrochimie c'est encore la meilleure manière aujourd'hui de valoriser le pétrole. Donc on a d'un côté Ineos, stratégie assez lisible et des investissements massifs en Europe, et de l'autre côté Total qui est, je dirais, moins focalisé, beaucoup moins sur la pétrochimie, mais quand même avec une pétrochimie qui reste importante. Sauf que, dernier point qu'on développe aussi dans le rapport, c'est pas à l'Avera que se focalisent ses principaux intérêts dans la pétrochimie, aujourd'hui en tout cas. C'est-à-dire qu'ils investissent énormément, et ils ont investi par exemple en Normandie, sur leur plateforme normande, à Anvers, en Europe, en Corée, au Moyen-Orient, aux États-Unis, et reste de la situation propre à Nafta Chimie, dans lequel ils sont en partenariat avec Ineos, mais pour lequel quand même on se pose beaucoup de questions sur leur positionnement géographique, leur stratégie qui est beaucoup moins claire. Donc maintenant que tu nous as fait le point, on va dire, sur la situation, tu peux nous dire ce qui va changer sur ce marché? Qu'est-ce qui va évoluer pour Nafta Chimie? Quels sont ce qui va venir là, les projets? Qu'est-ce qui va changer donc sur ces marchés? Donc un des points qui vous a alerté, et à juste titre, c'est les modifications des équilibres qu'on pouvait avoir sur ce qu'on appelle donc l'axe éthylène. Cet axe éthylène, pour le résumer clairement, il se résume à un réseau de pipeline qui va de l'Avera jusqu'à Sarralbe, donc en Moselle. Donc ça traverse l'est de la France, du sud au nord. Et sur cet axe-là, il y a tout un équilibre qui s'opère entre des producteurs, c'est-à-dire les vapocrackers, et il y en a trois. Donc l'Avera, Nafta Chimie, LyondellBasell à Berre, et puis Faisin, donc au sud de Lyon. Et ce sont ces trois vapocrackers qui vont faire l'équilibre sur l'éthylène pour des clients qui sont très variés sur l'axe, mais avec une particularité quand même, c'est que Ineos y est très présent aussi en tant que client, c'est-à-dire client de la pétrochimie pour faire des polyoléfines,
mais clients aussi pour faire du PVC avec leur filiale maintenant qui s'appelle Innovine. Par rapport à ça, on a Total qui lui est beaucoup moins intégré sur l'axe. Et par contre, qui maîtrise, lui, les pipes. C'est-à-dire que c'est lui qui a la propriété en majeure partie de l'ensemble du pipe. Vient deux choses sur cet axe qui vous ont alerté. C'est le choix de Chem1 en fait de faire un terminal éthylène. C'est-à-dire que Chem1 va mettre en place, c'est public, un terminal donc de 30 000 m3 à Fos, sur mer, sur son site de production. Et en fait, ce terminal va lui permettre d'importer de l'éthylène via la Méditerranée. Alors cet éthylène, il peut venir du nord de l'Europe, il peut venir d'autres sites méditerranéens, comme il peut venir de l'autre côté de l'Atlantique, si des opportunités se présentent. D'accord ? Donc forcément, vous vous dites, qu'est-ce que c'est déstabilisant. Hein ? Alors, l'analyse, sans rentrer trop dans le détail, parce que ça serait trop long, mais en tout cas, l'analyse qu'on peut en faire, c'est que on voit quand même que d'abord, la situation actuelle de l'axe, c'est d'être très tendue. C'est-à-dire que Total, il y a quelques années, en 2015, a arrêté un autre vapocraquer qui était celui de Carlin. Ça, si vous voulez, ça a mis sous tension tout l'axe. C'est-à-dire qu'on peut dire que finalement, ça n'est que quand tout se passe bien, c'est-à-dire quand tous les vapos tournent bien, que les clients sont dans une situation de pouvoir recevoir l'éthylène qu'ils souhaitent. D'accord ? Et donc, on peut dire que l'éthylène, le bac en tout cas, c'est presque, en tout cas, peut-être pas pour tout le monde, mais dans le schéma général, c'est pas quelque chose qui va forcément venir contre un outil comme Naftachimie, si c'est utilisé intelligemment. C'est-à-dire que ça va modifier par contre les rapports commerciaux entre Total, qui utilise votre éthylène pour le vendre à Chem1. Ça, les négociations vont en être modifiées. Par contre, ça va mettre aussi un petit peu de mou, je dirais, dans les flux. Ça va permettre d'avoir, par exemple, quand vous avez des difficultés, d'avoir un poumon d'éthylène disponible, alors qui va pouvoir servir prioritairement à Chem1 sans doute, mais pourquoi pas aussi après utilisé par d'autres, j'en sais rien. Donc voilà, c'est pas obligatoirement quelque chose qui est négatif. C'est-à-dire tout va dépendre de la manière dont ça sera utilisé, et on voit bien quand même que l'autre point qui ressort de l'étude et qui est vraiment fondamental pour vous, c'est que les clients de l'axe sont dynamiques. C'est-à-dire que on retrouve des clients qui ne sont pas en situation d'être sur la défensive, mais qui sont plutôt sur l'offensive. Maintenant, on a un Chem1 qui est redressé, d'accord, qui marche bien, qui fait des investissements. Donc il y a le bac éthylène, mais ils ont fait des investissements importants à la Vera, ils en envisagent d'autres à Fos, donc, et ils en font d'autres sur d'autres sites. On a Innovine sur Tavaux, qui est aussi très, très dynamique, et d'ailleurs dans les entretiens qu'on a pu avoir avec Ineos dans le cadre de cette mission, on nous a confirmé que Tavaux, s'il y avait un peu plus d'éthylène sur l'axe, il ne serait pas contre d'en consommer davantage. Comme d'ailleurs un autre site qui est totalement à l'extrémité, qui est le site de Saralbe. D'accord ? Donc en fait, on voit bien cette dynamique qui peut s'opérer positive. C'est-à-dire que le bac, certes, va apporter des volumes peut-être d'import. On va voir quels sont réellement ces volumes qui vont être importés par Chem1. Ça va être fonction aussi des discussions avec les fournisseurs, et donc Total et peut-être aussi la LyondellBasell. Mais on voit que ça détend aussi un peu les choses. Et que en plus, globalement, l'axe a plutôt besoin d'éthylène supplémentaire. Alors par rapport à cet éthylène supplémentaire, évidemment, il y a une autre question qu'on abordera tout à l'heure, c'est la fiabilité de Naftachimie et la fiabilité des vapocraqueurs, qui restera de toute façon essentielle. Alors, il y avait un autre point qui vous préoccupait et que je vais vite écarter, c'était le raccordement en fait par le nord de l'axe est en fait à la partie
ce qu'on appelle le réseau ARG. Alors le réseau ARG, en fait, pour résumer très clairement, simplement, c'est ce qui va mailler tous les vapocraqueurs qui vont être dans le nord de l'Allemagne, la Belgique et quelques-uns des Pays-Bas. Donc ça vous fait tout un maillage où il y a énormément de capacité de production. Et notamment, il y aura le nouveau vapocraqueur d'Ineos. Donc on pourrait se dire, oulala, s'il y a raccordement, danger quand même pour les vapocraqueurs de la France. Ce qu'on observe, et ce qui nous a été confirmé par en fait nos interlocuteurs chez Total, chez Ineos ou au sein de Naftachimie, c'est qu'il n'y a pas de projet. On peut être sur un cas d'école, on peut réfléchir à ça, et je pense que certains y réfléchissent, mais pour le moment il n'y a pas un projet. Le bac de Chem1, c'est une réalité, c'est un projet qui est en train de se réaliser. Le raccordement, lui, c'est une hypothèse de travail. Et cette hypothèse de travail, en fait, si jamais elle était actionnée par un opérateur, par exemple Ineos, on la verrait venir. C'est-à-dire que ça veut dire quand même de faire plus de 100 km de pipe sur 2 territoires français, allemands, avec des raccordements, des enquêtes publiques, des conditions liées aux conditions sismiques, etc. Donc tout un panel de choses qui, de toute façon, vont prendre du temps. Donc c'est pas quelque chose qui va nous tomber dessus, comme ça, et qui va modifier du jour au lendemain tous les équilibres. Donc on l'a assez rapidement, faut le dire, mis de côté, cette hypothèse, parce qu'elle n'est pas, en tout cas, dans celle qui va modifier la donne dans le court terme. Voilà. Donc ça, c'est... Alors, de tout ça, nous en tirons qu'un point très positif, après qui va faire débat. C'est-à-dire qu'en fait, l'avenir de Naftachimie, il l'a entre ses mains. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien de par l'amélioration des conditions opératoires de Naftachimie qu'on va améliorer la situation de l'entreprise. On n'est pas face à un marché qui décline, des clients qui disparaissent. Voilà. Si vous fonctionnez bien, si vous gagnez en fiabilité, eh bien en fait, les choses, le cercle vertueux devrait pouvoir s'enchaîner. Donc Lilian, le marché donc va bien, les clients vont bien. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire à Naftachimie pour répondre aux enjeux alors? Je crois qu'en fait tout le monde attend à ce que la situation de Naftachimie s'éclaircisse, y compris peut-être même au niveau des clients. C'est-à-dire que faut bien voir que si on reparle de l'éthylène, vous faites la moitié de la capacité de l'axe dont on a parlé. C'est-à-dire que quand Naftachimie fonctionne pas bien, c'est l'axe qui est en difficulté, d'accord? Donc c'est les clients aussi. Alors par rapport à ça, vous avez des forces, on l'a dit. Positionnement sur le bassin méditerranéen où il y a moins de concurrents quand même qu'au nord de l'Europe, avec une taille critique à plus de 700 000 tonnes d'éthylène potentiel qui est importante. Et puis avec un mix de produits qui vous permet d'avoir du propylène et derrière, on l'a dit, toute une pétrochimie des clients qui consomment. Donc de ce côté-là, c'est une vraie force. On montre au travers de l'analyse qui n'est pas d'ailleurs la nôtre, mais qui est celle des comparatifs que font les pétrochimistes entre eux, d'accord, que les constats sont assez, par contre, sévères dans le sens où ce qui est dit, c'est que Naftachimie a la taille critique. Naftachimie devrait finalement fonctionner beaucoup mieux qu'il ne fonctionne aujourd'hui. Et ça, c'est dû en particulier à deux choses. Sa complexité, mais aussi le manque d'investissement quelque part, ce qui ressort. C'est-à-dire la vétusté aussi de certains dispositifs, certains appareils. Alors, il y en a qui sont plus mis en avant, par exemple les fours, mais aussi d'autres types d'appareils, machines tournantes et autres, qui aujourd'hui sont parmi les difficultés que rencontre la structure. Donc ça veut dire qu'il y a un accent qui est mis beaucoup d'ailleurs par le management de Naftachimie, mais aussi des actionnaires, qui est de dire
Mais pour engager finalement un cercle vertueux des investissements stratégiques, il faut d'abord que Naftachimie s'améliore dans ses performances. Et là, nous, on trouve que c'est un peu difficile à comprendre de l'extérieur et un peu dur finalement à entendre sans doute pour les salariés, parce qu'il y a quand même pas mal d'efforts qui sont faits au niveau de la structure et à un moment donné, je veux dire, on ne peut pas faire, la dynamique doit s'enclencher des deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a des efforts qui sont faits, qui sont d'ailleurs validés, hein. On a eu l'occasion d'échanger sur ce point lors du CSO de présentation du rapport. Je veux dire, vous avez bien fait ressortir les efforts qui avaient été faits par les salariés. Il y a des résultats, c'est-à-dire des baisses de coûts constatées, d'ailleurs dans les comparatifs aussi internationaux, donc des progrès. La question maintenant c'est, qu'est-ce qui est attendu par les actionnaires comme progrès, comme niveau de progrès pour engager vraiment les investissements? Et là, c'est là qu'on bute sur un vrai problème qui aujourd'hui, par exemple, alors est symboliquement démontré par exemple les investissements dans les fours et l'investissement qui pourrait y avoir et devrait être mis en œuvre dans le four dit B29. Le dernier investissement important dans un four c'est B28 et il date de 2007. C'est ça. Donc on n'est pas dans un rythme de renouvellement des unités et des installations majeures qui vont permettre en fait à Naftachimie de rentrer vraiment dans ce cercle vertueux que tout le monde souhaite, visiblement. Puisque tout le monde dans nos entretiens a été d'accord, que ce soit les actionnaires, que ce soit au sein de Naftachimie même, au niveau du management, pour dire, oui, on voit bien qu'on a du potentiel. Dans les comparatifs, on nous dit, on voit bien qu'il y a du potentiel. Et en plus, maintenant, je dirais que l'étape est là, c'est-à-dire qu'on sait, on sait ce qu'il faut faire, j'ai l'impression quand même, de l'extérieur. C'est-à-dire que dans ce que la direction appelle le plan long terme, on a resimulé en fait les résultats de Naftachimie comme s'il était autonome. Et on voit bien par exemple qu'un investissement dans un four comme le B29, ça apporte des gains économiques importants, c'est-à-dire que c'est un retour économique qui d'ailleurs si tout fonctionne bien serait inférieur à un run. Donc c'est quand même un investissement certes conséquent mais qui derrière a son retour. Ça améliore les conditions opératoires, ça améliore les conditions de travail, ça améliore aussi tout ce qui est environnemental. Donc en fait, ça met aussi Naftachimie dans une bonne dynamique pour répondre à tous les impératifs administratifs, etc. Et même d'ailleurs de bonnes pratiques de fabrication telles qu'ils doivent évoluer dans le monde de la pétrochimie aujourd'hui, si la pétrochimie veut rester, je dirais, aussi forte qu'elle l'est aujourd'hui. Donc, et cette démonstration, en fait, nous n'avons fait d'ailleurs que nous appuyer sur les propres documents qui émanent de la direction. Donc ça veut dire qu'on n'a même pas eu à faire cet effort, c'est-à-dire la démonstration même du retour économique, du cercle vertueux, du comment ça pouvait s'engager, quelque part ils l'ont fait. Et quelque part ils sont aussi tous entre nous convaincus finalement que, en tout cas par exemple, un investissement aussi structurant que le B29, mais on devrait déjà sans doute parler du B30, voire du B31, c'est stratégique. Ouais. Et nous, une des questions qu'on a posées d'ailleurs en CSE, c'est de poser la question inverse, c'est-à-dire, si on patiente, d'abord, quand le cycle haut va revenir, on va le louper, et on va encore vous le reprocher, et puis aux salariés, je veux dire. et puis, deuxième chose, c'est qu'est-ce qui se passe? Quel est l'avenir d'une unité pétrochimique aussi stratégique que Naftachimie si on ne réalise pas dès maintenant, en fait, des investissements qui ont tout leur sens et qui quelque part conditionnent l'avenir. Donc là-dessus, on est un peu, nous, et je pense que vous surtout, en attente d'une réponse concrète, c'est-à-dire un plan d'action, qui soit un plan d'action, mais là qui je dirais, qui s'étale sur vraiment une dizaine d'années, où on nous dit, voilà les objectifs, voilà le rythme des investissements qu'on va engager, parce que de toute façon derrière, il en va non pas seulement de l'avenir de Naftachimie, je veux dire, on voit bien au travers de tous les équilibres, ça s'était déjà posé la question lors justement du précédent droit d'alerte sur la situation de Kemwen.
Mais maintenant, Chemoine, c'est un assez bon exemple, justement, d'une dynamique positive. C'est-à-dire que Chemoine a investi. Chemoine, maintenant, est solide dans son environnement. Hein. Donc là, maintenant, on attend finalement, en tout cas nous, quelque part, au travers de cette expertise, c'est là où on s'arrête et on bute un petit peu sur un moment qui est un moment d'attente, c'est-à-dire que on devrait avoir une visibilité bien plus grande sur cet outil stratégique pour tout la pétrochimie, une bonne partie de la pétrochimie française et de la chimie française. Et je vais conclure avec l'analyse que nous en faisons, nous, la CGT, qui évidemment n'engage que nous. Ce droit d'alerte a donc permis de réaffirmer ce que nous disons depuis des années. Nafta Chimie a des atouts géographiques, stratégiques et humains. Mais la politique menée par les actionnaires est loin d'être en phase ni avec leur ambition affichée, ni face aux changements majeurs environnementaux et économiques. En effet, pour nous, ce rapport fait ressortir les incohérences et les lenteurs quant aux décisions importantes à prendre pour l'avenir de notre entreprise. Pour nous, il est clair qu'elles sont directement liées à la gouvernance de Nafta Chimie, 50% Ineos, 50% Total, qui, au jour d'aujourd'hui, met en péril notre activité. Cette organisation ne peut être efficace qu'à condition que les deux actionnaires soient sur la même stratégie industrielle, ce qui nous semble ne pas être le cas actuellement. Il serait donc temps que les actionnaires arrivent à se mettre d'accord ou qu'ils réfléchissent à une autre organisation pour notre entreprise. En clair, qu'ils s'arrêtent de penser qu'à leur propre intérêt et qu'ils se penchent enfin sur les intérêts de Nafta Chimie. Nafta Chimie ne doit pas être vue comme une simple pompe à fric, mais comme une entreprise primordiale, voire indispensable dans un équilibre économique précaire, avec une communauté de destin, avec de nombreux autres acteurs dans notre région, mais aussi dans toute la France. Il est donc urgent d'investir rapidement et massivement dans notre outil pour stabiliser notre activité et pouvoir répondre aux défis environnementaux, énergétiques et économiques auxquels nous allons devoir faire face.